Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Donc, je me présente, Aymeric Breillet, je suis expert à la Fondation Jean Jaurès, comme un certain nombre de personnes qui sont experts de je ne sais quoi, mais n'est-ce pas mon cher Jean, tu commences déjà à être taquin. Nous allons débuter cet après-midi après avoir passé la matinée sur... vous avez passé, parce que malheureusement pour moi je ne pouvais pas être là ce matin pour nous remémorer le parcours de l'engagement de Jean Poprennes. Et cet après-midi, nous allons passer au travers de 3 moments d'échange sur les 3 thèmes, évidemment. Il y en a beaucoup d'autres, mais sur 3 des thèmes qui ont animé la réflexion de Jean Poprennes et qui ont guidé sans doute l'engagement d'un certain nombre d'entre vous et l'engagement de beaucoup. Le premier temps que nous allons débuter tout de suite, il s'agit de la République indivisible, démocratique, laïque et sociale. Ensuite, nous passerons au fameux front de classe et aux alliances d'aujourd'hui. Je ne mettrai pas en regard la lutte des classes, puisque ça rappellera quelques souvenirs des grands débats idéologiques des années 70 auxquels, compte tenu de mon jeune âge, évidemment, je n'ai pu participer. Et enfin, nous terminerons par la vision de Jean Poprennes du monde, avec là aussi 3 intervenants à chaque fois. Je voudrais commencer d'abord par excuser l'absence d'Alain Vidalis, qui n'a pu se joindre à nous. Mais pour d'autres plus grands bonheurs, nous avons la présence de Jean Malo, qui, comme ça, une fois de plus, apportera ses lumières à la Fondation. Je commence tout de suite donc par l'homme de la République indivisible, démocratique, laïque et sociale, avec nos 3 intervenants, Bassem, Stéphanie et Jean-Pierre, qui est ici à ma droite. Alors, on ne s'est pas du tout vu avant pour se mettre d'accord, puisque je suis arrivé très tard du travail. Et donc, je vais simplement, par courtoisie, commencer par donner la parole à Stéphanie Rosa, qui est philosophe, à moins que tu préfères que ce soit Bassem, à moins que tu préfères que ce soit Jean-Pierre. Et ben donc, si vous étiez mis d'accord sans que la Fondation me tienne au courant, comme d'habitude, merci Thierry de ta participation. Donc, dans ce cas-là, je donne la parole à Bassem, puisque c'est toi qui était prévu par vous-même. Voilà. Merci beaucoup, Aymeric. Merci aux uns et aux autres d'être présents aujourd'hui. Merci aussi à ceux qui étaient présents ce matin. Alors, j'ai un peu la pression parce que ce matin, c'était des présentations qui abordaient en particulier toute la dimension historique à la fois de la vie de Jean Poprennes, de son militantisme, de son activité d'élu local, de son lien avec des personnalités importantes de la gauche des années 60, 70, 80, 90. Et moi, en fait, je suis un peu la pièce rapportée dans cette histoire, puisque le seul lien que je puisse avoir avec Jean Poprennes, c'est que je suis arrivé en France, à Lyon, en 1990. Et donc, quand on arrive en France, à Lyon, en 1990, évidemment, le maire de mes yeux, le député de cette circo, même quand on est nouveau en France, on entend parler. Et puis, le nom Jean Poprennes reste dans l'esprit, évidemment. Et puis, c'était aussi l'époque où il a été ministre des Relations avec le Parlement. Ça a été évoqué longuement tout à l'heure. Et puis, des années passent et je me retrouve installé dans la ville de Nantes. Et donc, Jean-Marc, qui était à l'époque maire de Nantes, j'apprends un peu à connaître le parcours des uns et des autres. Et en l'occurrence, le lien avec Jean Poprennes se fait aussi à ce moment-là au travers de la ville de Nantes. Mais je suis pas là pour vous parler de moi, c'était juste pour resituer le contexte et mettre la barre là où elle doit être, c'est-à-dire pas très haut, donc vous m'en voudrez pas de vous dire principalement ce que je comprends de Jean Poprennes aujourd'hui au travers en particulier du livre qui est posé juste à côté de Brigitte, qui s'appelle donc Socialiste, la chute finale, point d'interrogation, puisque c'est son livre qui est paru en 1993, qui a été évoqué à plusieurs reprises ce matin et qui est en quelque sorte finalement à la fois un éclairage de l'époque précise dans laquelle nous vivions en 1993, avec l'échec monstrueux aux législatives, mais qui est probablement aussi, dans la mesure où c'était son dernier livre, une façon aussi de raconter un peu son propre parcours et comment il envisageait la gauche à l'époque, et aussi, si on tire le fil, aujourd'hui. Compliqué aussi pour moi d'en parler, en particulier devant Emmanuel Morel, parce que si je connais, si des gens de ma génération connaissent Jean Poprennes, c'est aussi grâce au petit livre que tu as commis il y a quelques années de ça, et qui donc retrace également la biographie de Jean Poprennes. Alors, après ces quelques mots d'introduction, peut-être rappeler une phrase sur laquelle justement Emmanuel Morel insiste beaucoup dans son livre, qui est
je suis né de gauche. Alors, je ne parle pas de moi, c'est Jean Poprennes qui l'écrit, donc c'est une citation, je suis né de gauche. Et puis c'est par ces mots que Jean Poprennes aimait à résumer son engagement. Mais chez Poprennes, naître à gauche, c'est pas une affaire de sentiment ou de posture électorale, c'est un héritage, c'est un ancrage charnel dans la définition la plus exigeante de l'article 1er de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est un peu la thématique que Aymeric et Thierry Merel ont choisi pour cette séquence-là de la journée. Et donc, ça peut paraître étonnant, mais en réalité, on va voir que ça n'est pas si étonnant que ça. À l'heure où les fondements même du pacte républicain vacillent, c'est le cas en France aujourd'hui à la veille de 2027. On sait le risque que nous apporte 2027. On sait aussi que le pacte républicain peut vaciller pour différentes raisons, pas seulement l'extrême droite, mais d'autres éléments aussi peuvent faire vaciller le pacte républicain. Et donc, je vous propose de relire autant que faire se peut la pensée de Jean Poprennes, en particulier au travers de ce livre socialiste, La chute finale, publié en 93, mais également en m'appuyant aussi sur le livre d'Emmanuel Morel, Jean Poprennes, Une vie à gauche. Parce que chez cet agrégé d'histoire, ça a été évoqué ce matin, passionné par la Révolution française et nourri à l'école marxiste, l'action militante et la théorie politique sont indissociables. C'est peut-être un élément qui manque aujourd'hui chez beaucoup de nos politiques, quel que soit le camp d'ailleurs, la partie du spectre politique français que l'on évoque, que l'on regarde. Alors on peut commencer par le pilier fondateur, en tout cas du point de vue de Jean Poprennes certainement, la République sociale. Jean Poprennes a été à bonne école, ça a été évoqué ce matin, son père, instituteur donc dans une logique Troisième République, militant syndicaliste, anarcho-syndicaliste, ont souligné certains ce matin, était un grand spécialiste de l'histoire des luttes ouvrières angevines plus particulièrement. Poprennes lui-même, formé par l'immense historien Ernest Labrousse, je crois que ça a été évoqué également, a retenu que l'économie et le social sont le moteur de l'histoire. Pour Poprennes, la justice sociale n'est donc pas un supplément d'âme de la démocratie, elle en est la condition. Lorsqu'il dresse le bilan des années Mitterrand à partir de 93, donc il regarde depuis 93 le bilan des années Mitterrand, sa colère est celle de l'historien qui constate une inversion historique. Je cite ces mots. Le basculement du travail vers le capital, ce qui caractérise la fin des années 70 et les années 80, il ne pardonne pas l'abandon dès 1983 de l'indexation des salaires sur les prix, qu'il qualifie de don gratuit concédé au patronat sans aucune contrepartie. Il rappelle sans cesse cette phrase de Gaston Defferre, et là, je cite Gaston Defferre, « La gauche au pouvoir, ce sont d'abord les augmentations du revenu salarial. S'il n'y a pas ça, le reste ne vaut pas. » En renonçant au rapport de force économique, la gauche de gouvernement de l'époque, donc des années 80, a inventé ce que Jean Poprennes nomme avec amertume le socialisme caritatif. Et il attaque en particulier le RMI. Ce qui est étrange, parce qu'on l'a évoqué ce matin, il était membre de ce gouvernement Rocard, durant lequel ils ont défendu tous ensemble le RMI, et probablement qu'ils ont bien fait, mais le RMI, pour Jean Poprennes, était objet de méfiance dès sa création, puisqu'il symbolise à ses yeux une défaite. Au lieu de garantir à chaque citoyen de vivre dignement de son travail, la République sociale se réduit à la distribution d'aides, véritable feuille de vigne, je le cite, la feuille de vigne de la société inégalitaire. Les mots sont très durs, ça a été évoqué ce matin, le livre en lui-même est très dur sur les 12 ou 13 années qui avaient précédé, puisque le livre est sorti en 1993. Poprennes est un adepte du compromis. C'est un élément important à souligner. Quand on parle souvent de front de classe, on a l'impression que c'est juste dans une logique de confrontation. Mais en réalité, c'est un adepte de compromis. Mais pour lui, il n'y a pas de compromis possible sans confrontation préalable qui donne naissance au compromis. Et que le compromis ne descend pas comme ça par la force du Saint-Esprit, si j'ose dire. Mais en tout cas, il est le fruit d'une confrontation. Alors, ce renoncement du social qu'il évoque nous amène peut-être au deuxième pilier, la question démocratique. Donc cette République qui est aussi démocratique. Je crois qu'on peut dire que Poprennes n'a jamais été un homme du consensus juste pour le consensus et qu'il considérait comme une tâche l'acceptation de l'hégémonisme social du moment. Ce sont son expression à lui. L'hégémonisme social du moment, il faut se resituer en 1993, Balladur, la droite qui était puissante dans les années 80. Et donc l'hégémonisme social du moment, c'est cette image-là de la droite que lui prend en compte. Or, comment construire ce rapport de force démocratique lorsque les institutions elles-mêmes l'étouffent ? Poprennes a instruit un procès implacable contre la Ve République.
comme beaucoup d'hommes de gauche. Il dénonce le présidentialisme comme une chape sur la vie démocratique qui paralyse les ressorts civiques. Le Parlement, dont il fut ministre des Relations sous Rocard et Cresson, est bloqué, et Cresson, si je ne me trompe pas, parce que ça n'a pas été évoqué ce matin, j'ai eu un doute tout à coup. Donc sous Rocard et Édith Cresson, ce parlementarisme est bloqué, ce qui transforme les élus en godillots. Il utilise lui-même le terme dans le livre de 1993. Pire encore, cette dépossession institutionnelle s'est doublée d'une dépossession médiatique. Popren théorise l'émergence d'un despotisme téléclairé. C'est sa terminologie à lui. Téléclairé au travers donc du rôle important de ce qu'il appelle la téléagora et le téléspectacle. Dans ce nouvel ordre technocratique et médiatique, il n'y a plus de véritable alternance politique, mais ce qu'il nomme avec lucidité une alternance des castes. Donc vous voyez à quel point il était dur avec ses camarades de l'époque. J'ai même hésité à écrire ce que je suis en train d'écrire, tellement ça me paraissait dur en réalité. Face à ce vide démocratique, la tentation est grande de se tourner vers d'autres repères. C'est ici qu'intervient le troisième rempart, la République laïque. L'intransigeance laïque, telle qu'on pourrait la considérer aujourd'hui, vue de là où nous sommes aujourd'hui, de Popren, est atavique. On se souvient de son père faisant la tournée des familles. Enfin, on se souvient. Ceux qui ont écrit sur lui se souviennent de son père faisant la tournée des familles pour le dissuader de mettre leurs enfants à l'école des curés, je cite. Et Jean Popren lui-même, initié sur le tard au Grand Orient de France, considérait la liberté de conscience comme sacrée. Aussi, lorsqu'en 1984, le gouvernement recule sur la loi Savary face aux défenseurs de l'école privée confessionnelle, Popren mène la fronde avec Pierre Jox. Mais sa colère vient bien au-delà de la question scolaire. Dès 1989, et l'affaire des foulards de Creil, il est le premier à s'insurger contre le développement d'une nouvelle laïcité. Je cite, c'est lui qui utilise le terme, et on voit aujourd'hui, avec le recul, qu'effectivement, c'était une nouvelle laïcité qui s'installait dans une partie de la gauche, en tout cas, dans une partie de la société. Pour lui, cette conception prétendument ouverte n'est qu'une théologie de la capitulation. Je reprends ces termes. Il refuse qu'on impose le silence aux non-croyants, il avertit aussi que la République ne se négocie pas. La gauche, selon lui, commet une erreur mortelle en substituant ce qu'il appelle, à l'époque, donc 1993, le droit de l'homisme. Et donc, il rentre un peu dans le détail en définissant ce qu'il appelle le droit de l'homisme, c'est-à-dire le fait de mettre les droits de l'homme abstraits sur un piédestal en oubliant les conséquences qu'ils doivent avoir, que les droits de l'homme doivent avoir dans la vie matérielle, économique et sociale de nos concitoyens. Et il considère que c'est désincarné, que c'est abstrait, et qu'à la laïcité du combat qui seule peut faire barrage au retour des fanatismes religieux, qu'ils soient catholiques, islamiques ou juifs. Enfin, cette laïcité est le corollaire indispensable du premier pilier, la République indivisible, et c'est peut-être sur ce point que Popren, élu local confronté au terrain, s'est révélé le plus prophétique. Ça a été évoqué tout à l'heure, notamment sur la mauvaise compréhension du concept de jacobinisme, qui est parfois considéré comme Simien l'a évoqué ce matin pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, comme Simien a insisté sur le fait que le jacobinisme ne devait pas être réduit à une sorte de centralisme, parce que ça serait le bonapartisme, et que dans le jacobinisme, il y avait aussi une forme de défense d'une forme de décentralisation. Donc, n'oublions pas que Popren fut, de 1977 à 1997, maire de Meyzieux, ça a aussi été évoqué ce matin, une ville de la banlieue lyonnaise en pleine mutation. Il y observe la montée du Front National, avec des chiffres assez élevés. On a vu tout à l'heure, c'est monté jusqu'à 25% à l'époque, dans les années 80. Il y observe la montée du Front National, il y observe également la misère sociale, parce qu'il est sur le terrain, en tant que maire. Il part en guerre contre la mode intellectuelle du droit à la différence, mot d'ordre d'une certaine gauche morale à l'époque. Et Popren écrit, il faut choisir entre... C'est des phrases qui aujourd'hui peuvent étonner. Je cite donc, il faut choisir entre la France-nation et la France des communautés. Il faut choisir entre l'assimilation et la désintégration. Alors, il utilise le terme assimilation de l'époque, et étymologiquement, c'est être semblables les uns des autres. C'est pas ce que le RN en a fait aujourd'hui, mais il utilise quand même ce terme. Pour lui, la nation n'est pas une simple addition d'ethnie ou de religion ou de culture. Elle est la fusion chimique qui crée, je cite, une substance humaine nouvelle. Donc c'est intéressant. C'est pas une fusion pour effacer ce qui caractérise l'autre. C'est pour créer quelque chose de nouveau ensemble, mais sur une base commune. Et donc, pour lui, encourager le communautarisme, c'est diviser le monde du travail et préparer des conflits interethniques. Ce sont ces termes à lui dans ce livre de 1993. À la mairie de Meyzieux, il se bat au quotidien et il dit « par un travail de fourmi ».
et quiconque ici a été élu local sait que c'est vraiment parfois un travail de fourmi pour l'intégration, refusant les politiques d'hébergement sauvage, fustigeant la complaisance des beaux quartiers et réclamant des règles pour la politique migratoire de manière à effectivement mettre en œuvre les politiques d'intégration qui vont avec. Alors, pour conclure, parce que je crois qu'on devait se tenir à 10 minutes, donc j'essaye de m'y tenir, la gauche que fustigeait Jean Popren en 1993 a cru pouvoir survivre en tournant le dos au salariat et à la rigueur jacobine, mais jacobine dans la définition qui a été dite tout à l'heure, ce qu'il a dit sur l'indivisibilité de la République, ce qu'il a dit sur la laïcité. Dans son livre, Emmanuel Morel rappelle qu'il ne fut jamais un des théoriciens en chambre coupé du réel. Qu'il fût militant, historien, maire ou ministre, il n'a eu de cesse de prévenir son propre camp. Sans justice sociale, le peuple se détournera de la République. Sans laïcité et sans intégration, la nation se fragmentera. Et sans confrontation démocratique, le système s'effondrera dans une forme de despotisme. Et donc, vraiment pour conclure, l'héritage de Popren n'est pas un dogme figé, ni l'illusion de refaire 81, ni l'illusion de refaire 83, parce que tout comme 93 n'est pas 83 qui n'est pas 81, aujourd'hui en 2026, on n'est pas non plus en 93 et encore moins en 83, donc c'est quelque chose qui reste à imaginer. C'est l'exigence d'une méthode, en tout cas, celle du conflit assumé pour aboutir au compromis le plus juste qui soit. Aujourd'hui, face à la mondialisation sous toutes ses formes, face aux dérives populistes et identitaires qui sont encore plus fortes aujourd'hui qu'à l'époque, malgré les 25% de mes yeux qu'on a évoqués tout à l'heure, Popren demeure une boussole indispensable pour quiconque croit encore intensément à la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Merci pour votre attention. Merci Bassem. Je donne la parole à qui alors après, puisque vous étiez mis d'accord sans que Thierry ne me le dise. Donc voilà, puisque maintenant il est là, je veux rappeler à l'ordre, Thierry, ce serait bien que pour la prochaine table ronde, je sache l'ordre de passage des uns et des autres pour avoir l'air un peu moins débile que d'ordinaire. Ce serait très aimable. Voilà. Non, bah oui, dans l'ordre du programme, c'est pas forcément évident. C'est bon, bref. Donc Stéphanie, pardon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ma part, je suis un peu l'intrus dans la journée. Je ne vais pas vous parler directement de Jean Popren. Je n'ai pas été invitée pour ça. Et d'ailleurs, j'en aurais été sans doute bien incapable. Je vais vous parler de, disons, l'inspiration générale de la pensée de Jean Popren, qui, voilà, par son attachement à la République, par son attachement à la Révolution française, incarne, à mes yeux, vu de ma fenêtre, vraiment une tendance fondamentale de la gauche, et j'ai envie de dire de la gauche française, mais en réalité de la gauche mondiale. Et donc je voudrais faire un petit rétropédalage pour montrer que vraiment cet attachement n'a rien d'une particularité individuelle, ni même d'une particularité nationale. C'est pas parce que c'est un socialiste français qu'il était si attaché à cet héritage-là. C'est parce que, au fond, et voilà, c'est là-dessus que je voudrais revenir, au fond, la gauche mondiale, et donc la gauche française entre autres, elle est née de la séquence Lumière-Révolution française au XVIIIe siècle. Et c'est les valeurs qui ont été, et les principes qui ont été dégagés à l'issue de ce siècle de lutte idéologique puis de lutte politique directe, qui a fait naître la gauche. Et donc de ce point de vue-là, il me semble qu'on peut dire que Jean Popren incarne en quelque sorte le canal historique de la gauche mondiale. Donc je voudrais revenir un moment sur qu'est-ce que les Lumières et la Révolution française ont légué et pourquoi elles sont la matrice des gauches dans leur diversité, pas seulement le socialisme, mais aussi le communisme, mais aussi l'anarchisme. Donc il me semble que quand on revient aux Lumières, et on va voir, dans ce que je vais évoquer, vous allez retrouver des inspirations fondamentales de Popren que Bassem a évoquées, qui ont été sans doute aussi évoquées ce matin. Il y a, il me semble, quatre grands principes ou grandes valeurs qui ont été défendus par les penseurs des Lumières, malgré leur diversité et malgré les débats internes qui ont animé tout le siècle. Le premier d'entre eux, c'est l'universalisme.
C'est-à-dire que pour les penseurs des Lumières du XVIIIe siècle, eh bien, il y a, alors on ne parle pas encore de droits de l'homme, on va parler de droits de l'homme au moment de la Révolution française, mais on parle de droit naturel au XVIIIe siècle. Et la majeure partie des penseurs des Lumières sont attachés à cette idée de droit naturel. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que, quel que soit l'être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture particulière, il a des droits imprescriptibles et fondamentaux, et que ces droits imprescriptibles et fondamentaux, donc il tient de la nature, en fait, qu'il tient de sa nature d'être humain, eh bien, il peut les opposer à tout gouvernement qui l'opprime et aussi à toute tradition, à tout cléricalisme qui l'opprime. Et cet universalisme, c'est pas un universalisme qui considérerait que les hommes sont de fait déjà tous égaux et disposent de fait de tous ces droits fondamentaux. C'est l'idée que ces droits fondamentaux sont une exigence absolument imprescriptible et que donc il faut se battre pour qu'ils deviennent effectifs pour tout être humain. Alors à l'époque, et j'y reviendrai dans un instant, à l'époque où ils sont formulés, ces droits naturels, ils le sont formulés par des philosophes qui oublient parfois certaines catégories de population, qui oublient parfois les femmes, par exemple, dans cette caractérisation des droits naturels, qui oublient les esclaves des colonies, qui oublient les pauvres aussi parfois, mais les Lumières, elles posent ce principe. Elles défendent le principe des droits naturels. Et ce principe, une fois qu'il est posé, eh bien, il va avoir une destinée qui échappera aux limites de leurs premiers ceux qui les ont formulés les premiers. Donc l'universalisme. Le deuxième pilier de principe et des valeurs héritées des Lumières, c'est le rationalisme. C'est l'idée que les dogmes religieux, que les coutumes, que les traditions oppressives doivent et peuvent et doivent être passées au crible de la raison que tout être humain possède et qui est l'origine, qui est aussi le socle de ses droits fondamentaux, et que il est possible de tout remettre à plat, d'examiner tout le réel, et notamment le réel politique, avec les arguments de la raison, de soumettre à la discussion, c'est la base de toute discussion démocratique, c'est l'idée que la discussion démocratique, elle ne peut l'être que si elle est rationnelle. C'est-à-dire si on est tous à égalité avec les mêmes critères, qu'on échange des arguments et qu'on essaye de se convaincre sur la base de ces arguments rationnels. Et ce rationalisme, il est inséparable d'un troisième pilier qui est le progressisme. On ne parle pas encore de progressisme au XVIIIe siècle parce qu'on ne parle pas du progrès au singulier, on parle des progrès au XVIIIe siècle, les progrès moraux, les progrès des techniques, les progrès des arts et des sciences. Et on se demande, contrairement à ce qu'on fera au XIXe siècle, on se demande si tous ces progrès vont ensemble. On se demande par exemple si le progrès technique et va apporter le progrès moral, ou si au contraire, il n'y a pas un risque que le progrès technique fasse reculer la moralité par ailleurs. Et donc, on se demande comment faire, peut-être une interrogation qu'on va un peu trop oublier au XIXe siècle, comment faire pour que le progrès scientifique et technique soit vraiment mis au service du progrès des mœurs et de la morale dans la société. Mais en tout cas, ce progrès, il est rendu possible par la raison. Et disons, le symbole de cette synthèse entre le rationalisme et le progressisme des Lumières, ou peut-être le méliorisme des Lumières, si on veut employer un terme un peu plus exact, même s'il est un peu plus barbare, et ben c'est l'encyclopédie, comme vous savez, Diderot et d'Alembert, donc les deux grands philosophes et deux grands auteurs du siècle des Lumières, et ben ont cherché à compiler dans l'encyclopédie toutes les connaissances que le monde avait à disposition, que l'humanité avait à disposition sur le terrain philosophique, sur le terrain technologique, sur le terrain scientifique, sur le terrain biologique, afin de mettre tout ce savoir à disposition du genre humain, à disposition de tous les lecteurs, avec la conviction, à la fois rationaliste et mélioriste, que la mise à disposition de ces connaissances, elle allait contribuer à améliorer l'état moral, politique, individuel et collectif de leur époque. Et puis le dernier pilier qui est déjà apparu en filigrane dans l'intervention de Bassem, c'est l'anticléricalisme. C'est-à-dire que tout ce rationalisme, toute cette foi dans la capacité individuelle et collective de l'humanité à progresser, il est inséparable d'une critique des clercs, des institutions religieuses, des dogmes et de leur tendance naturelle universelle à vouloir régir la vie individuelle et collective et vouloir
introduire, mettre leur nez dans les affaires privées des gens. Donc, universalisme, rationalisme, progressisme et anticléricalisme sont les principes dont la Déclaration des droits de l'homme est la synthèse. Donc, sous la Révolution française, ça devient un projet politique, ce qui n'est encore que de l'ordre du débat et du combat philosophique, devient un projet politique sous la Révolution. Et pourquoi est-ce que, au fond, la gauche, elle émerge justement à ce moment-là et sur cette base-là ? Parce qu'en fait, au cours de la Révolution, ce qui apparaît à un certain nombre d'auteurs, c'est que ces principes et cette Déclaration des droits de l'homme, ne sont pas appliqués, donc en tout cas, ils restent lettres mortes dans un certain nombre de domaines. C'est-à-dire que c'est au moment de la Révolution française qu'un certain nombre d'auteurs vont faire valoir, face à aux députés des assemblées révolutionnaires qui ont pourtant proclamé les droits de l'homme, qu'ils ne les appliquent pas avec toute la rigueur et avec toute la cohérence qu'ils devraient. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des gens qui sont exclus. Il y a notamment, et c'est ce que dit la gauche, c'est ce que dit Robespierre dès les premiers mois de la Révolution, pourquoi les pauvres sont-ils exclus du droit de vote et du droit d'être des représentants politiques ? D'autres vont dire pourquoi les femmes sont-elles exclues de toute participation politique ? Pourquoi est-ce qu'elles sont exclues du droit à l'éducation ? Pourquoi les droits de l'homme ne sont pas les droits des femmes ? D'autres encore vont dire, au sein même de l'Assemblée et à l'extérieur de l'Assemblée, mais pourquoi est-ce qu'on n'abolit pas l'esclavage, puisqu'on a proclamé les droits de l'homme ? Pourquoi est-ce qu'on exclut les Noirs des colonies de nos propres principes? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est quelque chose que ne comprend pas une certaine gauche qui critique les droits de l'homme comme étant les droits de l'homme blanc ou comme étant les droits de l'homme et pas de la femme, c'est que en posant les droits de l'homme, les députés, malgré leurs limites, ils ont enclenché un processus, et ils ont enclenché un processus émancipateur. Et ils ont suscité des espoirs et des combats, et fait naître des combats qui, en fait, ne vont plus s'arrêter. Et d'ailleurs, dès 1791, les esclaves de Saint-Domingue se révoltent, et leur révolte pour réclamer l'abolition de l'esclavage, elle est directement liée à la proclamation des droits de l'homme et du citoyen, malgré les limites de ceux qui les ont proclamés. Et la gauche, donc, elle naît au fond, l'espoir et la trajectoire ouverte par les Lumières et la Déclaration des droits. Et au fond, qu'est-ce que la gauche, d'une certaine manière, vue sous ce prisme, c'est la volonté de réaliser jusqu'au bout les promesses des Lumières et de la Révolution française, de les tirer avec toute leur cohérence jusqu'à leurs conséquences ultimes. Et de ce point de vue-là, il y a une dynamique qui s'enracine dans 1789 et que les auteurs de gauche qui émergent dans les années et les décennies qui vont suivre vont porter pour élargir, pour approfondir, pour systématiser les conquêtes des Lumières et de la Révolution française. Donc on a les anti-esclavagistes, on a les féministes, on a les premiers égalitaristes, des gens comme Robespierre qui au départ pensent plutôt à l'élargissement des droits politiques au peuple, mais qui bientôt vont être secondés et même dépassés par des gens qui vont penser les droits sociaux du peuple. Et d'ailleurs, entre la première déclaration des droits de l'homme de 1789 et la deuxième en 1793, il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient pas dans la première, qui sont les droits sociaux, et qui sont, le résultat des luttes qui ont été portées à la fois par le peuple en révolution et par certains de ses représentants. C'est comme ça qu'en 1791 apparaît dans la deuxième déclaration des droits de l'homme, le droit au travail, le droit à la subsistance et le droit à l'insurrection du peuple. Et voilà en quoi, à mon avis, il faut vraiment considérer Popren comme, encore une fois, un héritier du canal historique de la gauche mondiale, parce que c'est fondamentalement cette intuition et cette volonté de réaliser les promesses des Lumières et de la Révolution, de faire en sorte qu'elles deviennent une réalité pour tout le genre humain et sur tous les terrains de la vie individuelle et collective. C'est cette promesse qui fonde la gauche. Et c'est naturel. Si les premières formulations des projets socialistes, des projets communistes avec Babeuf et des projets anarchistes avec certains auteurs comme Sylvain Maréchal pendant la Révolution française émergent à ce moment-là, et vont faire naître au XIXe siècle les premiers courants, les premières organisations militantes, parfois des sociétés secrètes, parfois des sociétés plus larges, parfois des auteurs
isolés, mais qui s'adressent à un certain public et qui vont avoir de plus en plus d'écho. C'est dans ce grand mouvement-là qu'ils vont naître. Et c'est pour ça que c'est pas du tout un hasard si les premiers courants socialistes et communistes, ils sont d'abord en France, parce que c'est en France que l'héritage révolutionnaire est évidemment le plus ancré et que donc il a suscité le plus d'héritiers et le plus de militants. Voilà. Donc je vais pas moi aussi occuper trop d'espace. Et je voulais simplement donner cette perspective sur le long terme. Aujourd'hui, un certain nombre de principes et de combats qu'ont porté Jean Poprennes, ils sont extrêmement critiqués, ils sont extrêmement chahutés dans une partie de la gauche. Ils sont vus soit comme des choses dépassées, soit au contraire comme en fait une oppression qui dit pas son nom. Je voulais simplement rappeler que ils sont, au fond, les principes qui guidaient Jean Poprennes, c'est les principes qui ont présidé à la naissance de la gauche et qui l'ont accompagné tout au long de ces 2 siècles et demi d'existence. Et que du coup, les remettre en question pour des organisations, pour des militants de gauche, c'est peut-être rien d'autre que scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette remise en perspective impérative. Et étant limité dans mon rôle à passer les plats, je passe le plat désormais à Jean-Pierre Becquet. Oui, merci. Oui, chers amis, chers camarades, d'abord, je voudrais commencer par remercier la Fondation Jean Jaurès d'avoir organisé cette journée. Moins de 30 ans après, ou près de 30 ans après le départ de Jean, je pense qu'il était bien qu'on consacre une journée à son action, à sa pensée, à son action, avec effectivement des scientifiques, mais aussi des témoins, différents points de vue croisés qui peuvent aujourd'hui à la fois reprendre ce qui a été la place de Jean Poprennes dans la vie politique française, mais aussi quelques messages qui peuvent être porteurs d'avenir. Comme quelques-uns ici, enfin plusieurs, je crois, j'ai adhéré au Parti socialiste au moment du congrès d'Épinay, et donc voilà, les plus anciens se rappellent bien de cette période de bascule très importante de la construction, de la reconstruction d'un grand parti socialiste. J'étais étudiant à Paris, plusieurs de mes camarades organisaient des réunions régulièrement, et certains d'entre eux m'ont très vite fait rencontrer un responsable politique de l'époque qui s'appelait Jean Poprennes. Et les premières réunions et les rencontres que nous avons pu faire en tant qu'étudiants, en tant que jeunes, et puis après en tant que militants socialistes, ont montré tout de suite l'intérêt des analyses et des perspectives de reconstruction. Et ce qui m'a frappé dès le début, c'était à la fois le recours aux idées et le lien entre les idées et la pratique, mais dès le début. Et c'est ce qui a fondé mon engagement, qui se prolonge encore jusqu'à ce jour. L'importance des idées, de la stratégie, d'une vision large de l'action politique ont en effet déterminé pour beaucoup notre militantisme, notre action, et parfois nos actions, à des niveaux divers et variés les uns et les autres. Dans cette table ronde qui nous réunit autour de la République indivisible, démocratique, laïque et sociale, moi je veux surtout apporter mon témoignage sur les réflexions, les écrits de Jean Poprennes et les parcours que nous avons pu échanger tout au long de ces décennies, la décennie 70, puis la décennie 80 et la moitié de la décennie 90. Ces idées, donc, elles ont marqué l'histoire politique de la gauche et elles ont permis la reconstruction de la gauche en quelques années. Il les a mis en œuvre à tous les niveaux. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'à la fois militant au parti, très engagé dans le parti, engagé dans les instances du parti, très vite. Je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit ce matin, et fort bien par les uns et les autres. Maire de mes yeux et député, d'abord député d'ailleurs, puis maire ensuite, dans le Rhône. Il y avait toujours un lien entre les réflexions politiques générales et l'action sur le terrain. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont utilisé un peu ce modèle modestement à nos niveaux, dans nos départements, dans nos actions, dans les mairies, à l'Assemblée ou là où nous étions, pour avancer dans ce terme de didactique entre l'idée et l'action. Ce militant qui était agrégé d'histoire est devenu en fait un dirigeant, un grand élu de la République et un grand ministre. D'abord, c'était un républicain convaincu. Là, tout le monde l'a dit.
un défenseur de la démocratie contre tous les régimes autoritaires et un laïc militant. Je vais reprendre un peu tous ces points-là. Je voudrais, sur le plan de la démocratie, par exemple, moi je me rappelle d'éléments qu'il nous a à plusieurs reprises évoqués dans les interventions sur sa crainte que, par exemple, le passage de l'élection, je me rappelle très bien de ce point-là, le passage de l'élection du président de la République au suffrage universel allait inverser complètement les rapports politiques, que le président allait devenir dominant par rapport à l'Assemblée, que c'était donc un risque d'hyper-personnalisation, d'hyper-médiatisation autour d'une personne et que du coup le Parlement en souffrirait. Une deuxième couche en est rajoutée quand on a fait l'inversion du calendrier. Ça aussi, il faut s'en rappeler, le fait de l'inversion du calendrier entre l'élection présidentielle et l'élection législative a accentué encore l'hyper-médiatisation, l'hyper-présidentialisation. Et pour un démocrate convaincu comme Jean Popren, il en voyait à la fois le fait que c'était inéluctable et qu'on ne pourrait pas revenir en arrière, mais en même temps le risque pour la démocratie et pour le fait que des gens allaient se focaliser sur un combat de personnes sur un président et allaient voir de manière un peu moins importante les autres combats politiques, en tout cas dans l'échelle des valeurs. On y reviendra un petit peu plus tard. Parmi les domaines où il était particulièrement compétent et bon, c'était le domaine des élections. D'ailleurs, il est devenu secrétaire national aux élections en 1979, c'est-à-dire 2 ans avant 81, donc dans une période charnière où on préparait la présidentielle, congrès de Metz, ensuite... son rôle là était de préparer les élections, notamment y compris législatives, etc., les circonscriptions, parce qu'il avait une connaissance très étendue de la carte électorale, sur laquelle il échangeait d'ailleurs avec les militants dans plein de réunions, des souvenirs de tas de réunions où sa connaissance de la carte électorale était vraiment très, très profonde et où il regardait un peu les possibilités qu'il pouvait y avoir dans les départements, dans les régions, un peu partout, pour voir quels étaient les hommes, les femmes qui pouvaient ensuite être candidats. Et il associait beaucoup les militants aux analyses. Alors ça a été évoqué un peu ce matin, je veux en dire un mot, sur les nombreuses réunions où il y avait de l'échange en profondeur. C'est-à-dire que Jean Popren n'était pas celui qui imposait comme ça une ligne politique, même si ses interventions étaient très suivies et qu'il fallait quand même, quand on avait un point de vue un peu différent, il fallait quand même bien se préparer et bien argumenter. Parce que, quand même, avec la manière dont il le présentait, mais parce qu'il avait déjà beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, mais quand même, il acceptait bien les points de vue complémentaires, on va dire, permettant d'améliorer encore les positions, permettant de les préciser. Et ce travail-là, il l'a tout le temps mené. Et je le dis là, au début, sur la période 79-81, mais j'y reviendrai dans la dernière période après 93. Donc, après le passage comme secrétaire aux élections, il y a eu donc la grande victoire de 81, j'y reviens pas, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et tout de suite, à la commission des lois, il a pris tout de suite son rôle de député très au sérieux, s'occupant notamment des textes électoraux. Je me rappelle qu'il a été rapporteur de la commission sur le scrutin mixte des élections municipales. Ce scrutin que la droite trouvait scandaleux, l'attaquait très durement, mais Jean Popren très calmement, mais très fermement, trouvait bien les arguments pour montrer que ce mix majoritaire proportionnel était le bon mode de scrutin. Et d'ailleurs, écoutez, très longtemps après, 40 ans après, on trouve toujours que ce mode de scrutin est quand même le bon. Parce qu'il assure une majorité à celui qui gagne, mais qu'il assure la représentation des minoritaires. Avant ce mode de scrutin, et à part les communes où il y avait du panachage, les minoritaires étaient complètement exclus des instances. Et ce mode de scrutin a apporté une vraie démocratie qui aujourd'hui existe toujours et est toujours aussi majeure, aussi importante. De même, il s'est beaucoup investi sur la loi qu'on appelait PML, après c'est devenu PLM, mais c'était la même, la loi qui instaurait un mode de scrutin particulier pour les 3 grandes villes de France, avec un conseil municipal central, puis des conseils d'arrondissement. Bon, là encore, c'était
une loi qui existe toujours, qui a été modifiée à la marge cette année. Je pense que ça n'a pas été spécialement modifié pour arranger la gauche, mais je constate que les 3 grandes villes sont toujours détenues par la gauche, Paris, Marseille et Lyon. Voilà. Comme quoi, même quand on veut changer le thermomètre, la température reste là. Après la seconde victoire de François Mitterrand en 88 et le gouvernement dirigé par Rocard, Jean Poprennes est devenu ministre chargé des relations avec le Parlement, alors que les partis de gauche n'avaient qu'une majorité relative. On a évoqué aussi ce matin ce point-là. Moi, c'est dans ce cadre que j'ai travaillé avec Jean Poprennes comme député. Ses qualités de négociateur ont été importantes. Ça ne nous a pas surpris, nous, mais ça en a surpris beaucoup. Beaucoup se disaient comment il peut faire ce rôle de ministre chargé des relations avec le Parlement, comment il pourrait être assez négociateur, assez fin stratège, etc. Et tout le monde, au bout d'un an ou deux, a compris qu'effectivement, c'était un bon stratège. Alors ce matin, on a bien rappelé le rôle auprès de Rocard, le lien avec le cabinet de Rocard, mais aussi avec l'Élysée, naturellement. Mais ce travail, il l'a mené d'une manière de main de maître. Et je me souviens aussi le travail qu'il menait avec les parlementaires, notamment ceux qui étaient les plus proches de lui. Nous avions, il y avait les petits déjeuners au niveau de l'Élysée Matignon, et puis il y avait les déjeuners à la Questure. Je ne sais pas où est Philippe Bassinet. Il est là. Voilà. Il est coincé là-bas. Il est là-bas au fond. Ça se passait chez le questeur, chez Philippe Bassinet, et on avait des déjeuners assez intéressants, mêlant l'actualité de l'Assemblée, mais aussi les grands débats nationaux et internationaux. Et les échanges étaient vraiment d'une très, très grande richesse pour analyser donc la situation politique intérieure et extérieure. Et cet engagement et cette réussite qu'il a eue dans ses fonctions pendant 4 ans, on a dit, oui, c'est un grand rationaliste. Je vais rajouter une touche par rapport au rationalisme. Il y avait aussi l'engagement qu'il avait pris dans la franc-maçonnerie, qui était aussi un élément, je pense, qui était un élément dans la manière d'aborder un certain nombre de sujets, de pouvoir dialoguer avec les uns et les autres, même quand on n'est pas toujours d'accord, et donc de pouvoir faire des synthèses dans le bon sens du terme à partir de la vision globale de la société. Donc, je rajoute donc cette couche. On a parlé du jacobin, on a parlé du rationaliste. Je rajoute cette couche humaniste et franc-maçon qu'il a appliquée aussi, où il assistait, je crois que ça devait être le jeudi matin, où son agenda ministériel était un peu bloqué parce qu'il y avait des réunions en dehors des instances de la République, mais quand même très républicaine. Je souhaite enfin aborder le combat laïque, parce que ce combat laïque, c'était vraiment un aspect déterminant de l'engagement de Jean Poprennes dans tous les textes du parti, dans les textes de congrès qu'il a signés. Il y avait toujours un grand dégagement sur la laïcité. Et d'ailleurs, beaucoup des militants qui l'ont rejoint au début ou au fur et à mesure des différents congrès, c'était des militants qui étaient engagés de manière laïque dans la vie civile, sociale, la vie de la société. La laïcité, donc, jouait un rôle important. Mais aussi, il rencontrait beaucoup les syndicats enseignants. Il travaillait beaucoup avec le CNAL à l'époque. On parlait du CNAL, le Comité national d'action laïque, les parents d'élèves. Bref, toutes les structures laïques, il les connaissait toutes et il participait à tous les colloques, partout, à tous les rassemblements, à toutes les conférences. Il se déplaçait partout en France, notamment quand on lui demandait d'intervenir sur la laïcité. Quand il y a eu le projet Savary, ça a été évoqué assez rapidement, mais le monde laïque a été très, très inquiet. Ça s'est passé de manière assez complexe. En outre, la gauche s'est un peu écartée de la voie simple, qui était au fonds public, école publique, pour s'enferrer dans un projet un peu complexe et directif qui prêtait le flanc à l'accusation d'enrégimentement, ce qui n'était pas le but, mais c'est comme ça que ça a été vécu, le grand service public de l'éducation nationale. Et contre la tradition de 89 et de la République, c'est la droite qui manifestait sous le tendard de la liberté. Se rappeler de ça quand même, c'était assez incroyable. Jean était à ce moment-là très présent partout, auprès des militants PS, dans la presse, à la radio, à l'Assemblée, au déjeuner du mercredi à l'Élysée, auprès du président, partout. Et quand le projet a été présenté en janvier 84, il y a eu une levée de bouclier au sein du groupe socialiste et 3 des grands dirigeants socialistes,
Pierre Jox, André Léniel et Jean Poprennes ont été les trois qui ont manifesté leur crainte, le risque que nous avions dans cette bataille juridique. Le 22 janvier 1984, j'ai retrouvé une déclaration au grand jury RTL Le Monde où il déclare « Nous ne mettrons jamais en cause le droit pour qui que ce soit d'ouvrir son propre établissement d'enseignement à partir du moment où le secteur privé exige une participation des fonds publics. Il doit faire face aux mêmes contraintes que le secteur public. Cela me semble de bonnes règles. » Quelques semaines plus tard, au comité directeur, le 10 et 11 mars, Jean Poprennes déclare « Nous sommes très attentifs aux négociations engagées par le gouvernement avec les représentants de l'enseignement privé. Il serait singulier, en tout cas, que ceux qui se réclament si bruyamment d'une liberté qui n'est pas menacée la refusent aux enseignants de leurs établissements qui veulent choisir leur statut. Mais il est vrai, en ce qui concerne l'ensemble de la négociation, que les partisans du privé font entendre leur voix plus fort que les autres. Nos difficultés d'aujourd'hui ne sont que le fruit d'une trop longue passivité. Ça revient sur le sujet du rapport de force et du compromis. Il doit y avoir compromis, mais pour qu'il y ait un compromis, il faut qu'il y ait un bon rapport de force. Quand on ne fait pas le rapport de force, on perd le compromis. En avril 1984, il écrit un texte intitulé « La gauche, être elle-même pour gagner ». Un passage de ce texte, on ne rassemble pas sur des idées molles que tous ceux de la gauche profonde, de la filiation rationaliste et du combat de classe, que tout cela se rassemble et agissent pour le rationalisme de notre temps. À partir de 1992, et quand il sort du gouvernement, il consacre les dernières années de sa vie, non plus tellement au parti, bien qu'il passe encore beaucoup de temps dans sa ville de mes yeux, jusqu'au dernier jour, mais par contre, il veut travailler aux idées, et il y a deux supports extrêmement importants qu'il développe pendant 4 ans, auxquels il travaille beaucoup. Nouveau Monde 92 et la revue Vue de Gauche, n'est-ce pas mon cher Stéphane, qui était un de ceux qui l'ont animé. Il a multiplié les colloques et des numéros passionnants de la revue en même temps. Il y avait là aussi les deux éléments. Le travail intellectuel enrichit à ce moment-là la gauche dans tous les domaines. C'est là où il consacre l'essentiel de son temps. Il aborde dans tous les colloques les sujets les plus étonnants. Mais ce qui était très étonnant, c'est qu'il avait une vision à long terme. C'est-à-dire qu'il prévoyait, il pensait les risques que la société pouvait avoir dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Et parfois, il nous prenait même à contre-pied parce qu'on n'avait pas forcément vu, ça allait de l'écologie au développement des nouveaux médias. Toutes ces questions-là étaient évoquées très, très complètement dans tous ces colloques, dans la revue Vue de Gauche, qui avait un bon succès intellectuel et qui, malheureusement, après son départ, tout ça s'est interrompu. Et c'est bien dommage parce qu'elle nourrissait la gauche au sens large, les socialistes, bien sûr, mais pas que les socialistes. Il y invitait toutes les diasporas de la gauche et il invitait des personnalités qui n'étaient pas de gauche, mais qui venaient apporter. Je me rappelle que Michel-Édouard Leclerc, qui était venu à un débat sur l'économie, mais des grands patrons, mais aussi des syndicalistes, des scientifiques. Sur l'écologie, il avait fait vraiment, à part les écologistes, il n'y a pas grand monde qui travaillait là-dessus. Et il nous avait fait réfléchir et travailler sur ces sujets-là. Et donc, pour conclure, je dirais que 29 ans après son départ, on sait que ses idées, ses forces de conviction ont été des atouts à la gauche et qu'un certain nombre de ces marqueurs restent des éléments qui peuvent continuer à inspirer la gauche d'aujourd'hui et la gauche de demain. Merci beaucoup.